Es-tu venu ici pour profiter, a froncé les sourcils ma belle-mère quand elle a vu que je ne lui avais pas apporté de cadeau d'anniversaire. Mon mari a aboyé, pourquoi restes-tu assise là? Donne l'enveloppe d'argent à maman. J'en avais assez de leur impudence. Mais au lieu d'une enveloppe d'argent, ce qui se trouvait à l'intérieur a fait pâlir son visage. Je m'appelle Brenda, une analyste financière de 32 ans, et j'en avais finalement assez de leur impudence. Mais au lieu de l'épaisse liasse de billets qu'ils exigeaient, j'ai tendu une enveloppe très fine. Ce qu'elle contenait a instantanément fait pâlir son visage et a détruit leur parfaite façade pour toujours. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Si vous aimez les histoires satisfaisantes sur la dénonciation des membres de familles toxiques et sur le fait de se défendre, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. Maintenant, passons au drame. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce dîner explosif, vous devez connaître la réalité de mon mariage. Mon mari, Marcus, adorait jouer le rôle d'un homme d'affaires très prospère. Il paradait constamment dans des costumes sur mesure coûteux et conduisait un VUS de luxe flambant neuf, s'imprégnant de l'admiration de ses proches. Mais la vérité derrière les portes closes était complètement différente. C'est moi qui portais tout le poids financier de notre ménage. De l'hypothèque aux factures de services publics en passant par les mensualités du prêt automobile pour sa voiture rutilante, chaque centime sortait directement de mon salaire. Marcus ne contribuait absolument à rien. Pourtant, il a toujours traité l'argent que je gagnais durement comme son fonds personnel pour construire son image. C'était un fils à maman typique, toujours prêt à sacrifier ma sueur et mes larmes pour garder sa mère heureuse. J'ai toléré son comportement pendant des années pour maintenir la paix, mais ma patience a atteint ses limites lorsqu'ils ont essayé de monter l'arnaque financière ultime contre moi. 3 semaines avant ce jour au restaurant, ma belle-mère, Martha, est venue dîner chez moi avec une expression très sérieuse. Elle a à peine touché à sa nourriture. J'avais passé la soirée à préparer le dîner, mais son assiette est restée pleine. L'atmosphère dans cette salle à manger était intentionnellement suffocante. Soudain, elle a laissé tomber sa fourchette. Elle a claqué bruyamment contre la porcelaine. Elle a poussé un soupir lourd et exagéré, a sorti un mouchoir de son sac à main et a commencé à tamponner des yeux qui ne contenaient pas de vraies larmes. « Je ne voulais pas vous accabler tous les deux », a commencé Martha, sa voix tremblant d'une fragilité étudiée, mais je n'ai nulle part où aller. Elle s'est immédiatement lancée dans le récit d'un désastre fabriqué. Selon elle, le toit de leur maison pourrissait de l'intérieur et était sur le point de s'effondrer. De plus, tout le système de CVC était complètement tombé en panne, les laissant grelotter pendant les nuits froides. L'entrepreneur leur aurait donné un ultimatum final, exigeant un paiement immédiat pour commencer les rénovations d'urgence massives. 85 000 $, a-t-elle chuchoté, s'assurant que le nombre astronomique pèse lourdement dans l'air. C'est exactement ce qu'il en coûtera pour rendre la maison de nouveau habitable. Elle a ensuite déployé son arme ultime pour empêcher toute remise en question. Elle a parlé de mon beau-père, Richard. Tu sais comment est ton père, a-t-elle sangloté en regardant directement Marcus. C'est un homme très fier. Il est bien trop fier pour jamais demander un prêt à ses propres enfants. Son ego préférerait le laisser geler dans une maison en ruine plutôt que d'admettre qu'il a besoin d'aide financière. S'il savait que j'étais ici pour demander un sauvetage, il serait dévasté. Par conséquent, j'ai dû prendre ce fardeau sur moi et trouver une solution seule. Marcus a gobé cette performance ridicule sans une seule seconde d'hésitation. Sa posture a changé instantanément. Il a bombé le torse, complètement enivré par l'idée d'être le sauveur riche et capable de sa famille. Il a frappé la table de sa paume, faisant vibrer les verres d'eau. « N'en dis pas plus, maman », a déclaré Marcus avec une autorité non méritée. « Nous sommes une famille. La famille prend soin les uns des autres. Nous n'allons absolument pas te laisser, toi et papa, vivre dans une maison en mauvais état. » Puis il a tourné son regard froid vers moi. Il n'a pas demandé mon avis. Il n'a pas suggéré que nous examinions notre budget familial. Au lieu de cela, il m'a traité comme une employée subalterne. « Brenda, demain tu transféreras cet argent à maman », a ordonné Marcus. Sa voix était ferme, ne laissant aucune place à la discussion. « Assure-toi que les 85 000 $ soient virés sur son compte à la première heure demain matin. » L'audace pure de son ordre m'a frappé comme un coup physique. Il exigeait que je remette mes économies durement gagnées pour financer une histoire qui semblait complètement absurde. L'argent qu'il offrait si généreusement ne lui appartenait pas.
Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon assiette à travers la pièce. Je suis simplement restée assise là, agrippant le bord de la table à manger, et je les ai regardés. J'ai regardé le visage arrogant de Marcus, puis j'ai déplacé mes yeux vers Martha. Derrière sa fausse détresse, j'ai vu une lueur calculatrice et avide. Mon cerveau a immédiatement commencé à disséquer ses affirmations. Je connaissais très bien Richard. C'était un officier militaire à la retraite très discipliné. Il gérait leurs finances avec une précision absolue. Il suivait chaque centime et anticipait les réparations domiciliaires des années à l'avance. Un homme comme Richard ne laisserait jamais son toit pourrir au point de s'effondrer. Plus important encore, il possédait un sens aigu de l'honneur. Il ne laisserait jamais sa femme se faufiler dans son dos pour supplier leur belle-fille de lui accorder un prêt massif. Les calculs ne collaient tout simplement pas. Tout le récit était un mensonge flagrant. Martha utilisait la fierté bien connue de Richard comme un écran de fumée commode pour m'extorquer une fortune pour ses propres desseins cachés. Si je la dénonçais sur le champ, elle jouerait instantanément la victime. Marcus m'attaquerait aveuglément pour avoir manqué de respect à sa mère. Je ne gagnerais rien d'autre qu'une dispute stérile. Le silence à table s'est prolongé. Marcus me foudroyait du regard, attendant mon obéissance absolue. Martha reniflait, attendant le paiement massif. J'ai lentement relâché ma prise serrée sur la table. J'ai regardé directement dans les yeux pleins d'attente de Martha. J'ai hoché la tête. Non pas parce que j'étais d'accord, non pas parce que je croyais un seul mot de ce qu'elle disait, mais parce que je voulais voir exactement jusqu'où ils étaient prêts à aller. Le lendemain matin, au bureau, je suis entré dans l'espace de travail d'Owen, le conseiller juridique interne de notre entreprise. J'ai fermé la lourde porte en verre derrière moi, bloquant le bruit de fond des téléphones qui sonnent et des claviers qui tapent. J'ai laissé tomber mon sac en cuir par terre et me suis assise lourdement sur la chaise des invités. Owen a levé les yeux de ses deux écrans, reconnaissant instantanément l'épuisement total sur mon visage. Je n'ai pas perdu une seule seconde. J'ai exposé toute la situation exactement comme elle s'était déroulée la nuit précédente. Je lui ai parlé de la demande soudaine de 85 000 $ et de l'ordre ridicule de virer les fonds immédiatement. J'ai regardé l'expression d'Owen passer d'une légère curiosité à une profonde alarme professionnelle. Il a repoussé son clavier et s'est penché en avant, joignant fermement ses mains sur le bureau. « N'envoie pas un seul centime », a prévenu Owen, sa voix prenant un ton mortellement sérieux. « Si tu exécutes un virement sur son compte aujourd'hui, sans contrat juridiquement contraignant, tu lui donnes une énorme pile d'argent gratuit. Selon la loi, sans accord formel en place, Martha peut facilement se présenter devant un juge et prétendre que l'argent était un cadeau familial généreux. Tu n'aurais absolument aucun recours légal pour forcer un remboursement. Tu perdrais tout, et elle s'en tirerait complètement indemne. » Ces paroles ont validé mes craintes exactes. Martha comptait sur la nature informelle des faveurs familiales. Elle s'attendait à ce que je suive aveuglément les ordres de mon mari et que je remette l'argent sur des conditions purement verbales. Elle voulait exploiter ma stabilité financière sans laisser la moindre trace écrite que quiconque pourrait suivre. « Je sais quel ment à propos des réparations », ai-je répondu, en gardant ma voix stable. « Mais si je refuse catégoriquement, ils vont rapidement déformer le récit. Ils me qualifieront de monstre sans cœur qui a laissé ses beaux-parents âgés gelés pendant l'hiver. J'ai besoin d'un moyen concret d'exposer ses véritables intentions. » Owen a souri, un sourire acéré et prédateur. Il s'est retourné vers ses écrans d'ordinateur lumineux. « Alors nous ne refusons pas. Nous la mettons au défi. Nous utilisons la loi pour la piéger. » Ses doigts ont volé rapidement sur le clavier. Il a ouvert une base de données juridiques sécurisée et a commencé à extraire des modèles d'entreprises standardisés. Owen a expliqué que nous avions besoin d'un cadre juridique étanche pour protéger mes actifs durement gagnés. Il a commencé à rédiger un billet à ordre complet. Ce document essentiel définirait explicitement les 85 000 $ comme un prêt strict, et non un cadeau, avec un calendrier de remboursement clair et des taux d'intérêt standards. Mais Owen ne s'est pas arrêté là. Il savait qu'une simple promesse de paiement était inutile contre quelqu'un qui n'avait aucune intention de l'honorer. « Nous avons besoin d'un levier ultime », a déclaré Owen, en tapant sans regarder. Nous joignons un contrat de sûreté au billet à ordre. Il a soigneusement expliqué les mécanismes du piège. Le contrat de sûreté exigeait que Martha mette en garantie un actif tangible de valeur. Nous savions tous les deux que son bien le plus précieux était sa voiture de luxe importée,
un véhicule tapa à accent grave l'œil qu'elle exhibait constamment à chaque réunion de famille. Owen a structuré les clauses spécifiques avec une précision impitoyable. Les conditions étaient absolument non négociables. Si Martha manquait un paiement prévu ou faisait défaut sur le prêt, l'accord me donnait le droit légal absolu d'intenter une poursuite civile contre elle. Je pouvais légalement exiger du tribunal qu'il saisisse et liquide sa voiture de luxe pour récupérer mes fonds volés. Nous avons passé l'heure suivante à peaufiner les longs documents. Owen s'est assuré que chaque faille était définitivement scellée. Il n'y avait aucune place à une mauvaise interprétation. Il n'y avait aucune clause échappatoire cachée basée sur les liens familiaux. C'était une transaction froide, dure et juridiquement contraignante. L'imprimante du bureau bourdonnait bruyamment dans le coin, crachant les pages blanches et nettes du contrat. Je me suis levé et je me suis approché pour les récupérer. Les papiers semblaient incroyablement lourds dans mes mains. Ce n'étaient plus de simples feuilles de papier standard. C'était une arme chargée. J'ai soigneusement aligné les bords du billet à ordre et du contrat de sûreté, les glissant proprement dans une élégante chemise en manille. J'ai remercié Owen pour sa brillante expertise. Je suis sorti de son bureau avec l'esprit clair et un rythme cardiaque parfaitement stable. J'avais enfin le levier exact dont j'avais besoin. Mes économies étaient protégées et la scène était parfaitement préparée. J'ai pris mon téléphone et envoyé un court message texte à Martha, exigeant une rencontre en face à face. Le samedi après-midi, j'ai organisé une rencontre avec Martha dans un café tranquille près du centre commercial. Elle a franchi les portes vitrées vêtues d'un chemisier de créateur parfaitement repassé, se déplaçant avec un air de victoire absolue. Elle a pris le siège en face de moi, un sourire suffisant sur les lèvres. Elle s'attendait clairement à ce que je lui remette un chèque en blanc et que je baisse la tête en signe de soumission totale. J'ai fouillé dans mon sac en cuir et j'ai placé 2 articles directement au centre de la petite table en bois. Premièrement, le chèque de banque impeccable d'exactement 85 000 $, et deuxièmement, l'épaisse pile de documents juridiques contenant le billet à ordre et le contrat de sûreté. Les yeux avides de Martha se sont immédiatement fixés sur le chèque imprimé. Sa main s'est élancée pour le saisir, mais j'ai fermement placé ma paume à plat sur le papier, l'arrêtant en plein mouvement. J'ai tapoté les documents juridiques avec mon autre index. Je lui ai dit qu'elle devait lire et signer les conditions avant que l'argent ne change de main. Elle a froncé les sourcils, tirant les documents vers elle. Alors qu'elle parcourait rapidement le jargon juridique en gras, la suffisance a complètement disparu de son visage. Son teint est devenu d'un rouge violent. Lorsqu'elle a atteint la clause détaillant la garantie, sa précieuse voiture de luxe, elle a jeté les papiers sur la table. « Es-tu folle » a sifflé Martha, sa voix vibrant de pure rage. Elle s'est penchée sur la table, ses yeux se rétrécissant en de minuscules fentes. C'est la famille, Brenda. Comment oses-tu me traiter comme une criminelle ordinaire? Tu es de sang-froid et totalement sans cœur. Tu calcules chaque centime avec tes propres parents. Tu nous traites comme une transaction commerciale. Marcus t'a dit de me donner cet argent, pas de me piéger avec des déchets juridiques. Elle s'attendait à ce que je recule, que je m'excuse et que je déchire nerveusement le contrat. Elle s'attendait à l'obéissance habituelle. Au lieu de cela, je n'ai pas perdu une seule seconde à discuter avec elle. Je n'ai pas justifié mes actions ni égalé son volume agressif. J'ai maintenu une expression impassible. Lentement, j'ai repoussé ma chaise et me suis redressé. J'ai tendu la main sur la table, j'ai ramassé le chèque de 85 000 $ et l'ai glissé sans effort dans mon sac à main. J'ai attrapé mes clés de voiture. Si tu ne veux pas signer, c'est parfait, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Je garderai l'argent. Tu peux trouver un autre moyen. Je lui ai tourné le dos et j'ai fait mon premier pas vers la sortie. Ce seul mouvement décisif a créé une pression insupportable. La réalité absolue de la situation s'est abattue sur elle. Si je sortais par cette porte, son désastre financier caché la rattraperait enfin. Elle avait une dette secrète massive qui l'étouffait, et ce chèque était sa seule issue. Attends. A haleté Martha, le venin arrogant complètement disparu de son ton. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné immédiatement. J'ai laissé le silence planer pendant 3 secondes angoissantes avant de regarder en arrière. Martha respirait lourdement, ses mains tremblant alors qu'elle lissait les papiers juridiques froissés sur la table. La panique avait entièrement vaincu sa fierté. Elle a cherché frénétiquement dans son sac à main de créateur, a sorti un stylo plaqué or et a griffonné agressivement sa signature sur chaque ligne désignée.
Elle a poussé les documents signés sur la table. Je me suis rassise, j'ai soigneusement inspecté les signatures, puis je lui ai finalement remis le chèque. Alors que ses doigts se refermaient sur l'argent, j'ai vu une étincelle familière et arrogante revenir dans ses yeux. Je savais exactement ce qui se passait dans son esprit calculateur. Je pouvais lire parfaitement son monologue intérieur. Martha ne considérait pas ce contrat comme une menace légitime. Elle l'a signé parce qu'elle croyait que ce n'était qu'un obstacle temporaire. Dans sa réalité arrogante, Marcus était le maître absolu de notre mariage. Elle était pleinement convaincue qu'au moment où elle encaisserait ce chèque, elle se plaindrait simplement à son fils. Elle croyait sincèrement que Marcus me crierait dessus, affirmerait sa domination et me forcerait physiquement à déchiqueter ses documents juridiques en morceaux. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle a attrapé son sac à main et est sortie en trompe du café, me laissant seule à table. J'ai plié l'arme juridiquement contraignante, les rangé en toute sécurité dans mon sac et je me suis préparé pour le dîner d'anniversaire à venir. Exactement à 7 heures le soir de son 58e anniversaire, mon mari et moi sommes entrés dans l'un des restaurants de homard traditionnels les plus exclusifs de la côte du Maine. La salle à manger privée sentait fort le beurre à l'ail, les fruits de mer frais et le parfum cher. Toute la famille élargie était déjà assise autour d'une immense table en chêne, discutant bruyamment. En plein milieu du chaos se trouvait la tante de Marcus, Patricia. Elle était le haut-parleur incontesté de la famille. Patricia possédait un talent terrifiant pour scanner les gens et trouver leurs insécurités les plus profondes en quelques secondes. Elle se nourrissait des conflits et créait activement des drames chaque fois qu'une réunion de famille semblait trop paisible. S'il y avait un secret caché, Patricia le mettait en lumière. Ses yeux se sont immédiatement fixés sur moi lorsque nous sommes entrés dans la pièce. Marcus n'a pas perdu de temps pour prendre le contrôle de l'événement. Il ne s'est pas vanté de son travail ou de ses vêtements ce soir. Au lieu de cela, il a décidé de jouer le rôle du bienfaiteur ultime. Avant même que nous nous asseyions, il a claqué des doigts en direction du maître d'hôtel. « Apportez-nous la liste des réserves », a commandé Marcus d'un geste dédaigneux. Il a sélectionné avec confiance 3 bouteilles d'un millésime rare et importé sans même jeter un œil au prix. Il s'est ensuite tenu à la tête de la table, a levé son verre vide et a annoncé à haute voix qu'il couvrirait l'intégralité de la facture du banquet. « Commandez ce que vous voulez. Seulement le meilleur pour ma mère aujourd'hui, a-t-il déclaré. Les parents ont halté et applaudi sa générosité. Martha rayonnait d'une immense fierté, s'imprégnant de l'envie de ses sœurs. Marcus absorbait leur admiration comme une éponge, ignorant la réalité de ses cartes de crédit au maximum. Je suis resté assise tranquillement sur ma chaise. Je savais exactement quel compte bancaire subirait réellement le coup catastrophique demain matin, mais j'ai gardé la bouche fermée. Le dîner s'est poursuivi avec de lourds plats de homard à la vapeur, d'huîtres grillées et de toast sans fin. Finalement, les serveurs ont débarrassé les assiettes principales pour faire place au dessert. C'était l'heure des cadeaux. Les parents ont commencé à apporter de grandes boîtes magnifiquement emballées et des sacs à dos épais et luxueux. Patricia a offert une écharpe en soie de créateur. Quelqu'un d'autre a apporté une machine à expresso haut de gamme. Ils ont empilé les articles coûteux devant Martha. Puis la pièce est devenue silencieuse. Patricia s'est penchée en avant, ses yeux vifs se posant directement sur mes genoux. Je ne tenais que ma petite pochette en cuir noir. Elle s'est éclaircie la gorge bruyamment, attirant intentionnellement l'attention de toute la table. « Eh bien, Brenda » a annoncé Patricia, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. Tout le monde a présenté ses cadeaux à la reine de la fête. Je vois que tu n'as pas apporté de boîte. L'as-tu laissé dans la voiture? Ou as-tu simplement oublié? Tous les yeux se sont immédiatement tournés vers moi. Le cliquetis de l'argenterie a cessé. La musique jazz en arrière-plan a soudain semblé assourdissante dans le silence tendu. Martha a cessé de sourire. Elle a regardé ma petite pochette, puis m'a regardé de haut en bas avec un dégoût non dissimulé. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, a croisé les bras sur sa poitrine et a lancé l'insulte publique ultime. « Es-tu venu ici pour profiter ?» A froncé les sourcils Martha, sa voix portant nettement à travers la pièce silencieuse. « Tu te présentes à mon dîner d'anniversaire spécial les mains vides. Es-tu vraiment si radine avec ta propre famille ?» L'humiliation était épaisse et lourde dans l'air. Au lieu de défendre sa femme contre ce manque de respect flagrant, Marcus a paniqué. Son visage est devenu d'un rouge profond.
L'illusion de richesse et de générosité qu'il venait d'acheter avec 3 bouteilles de vin se brisait rapidement. Il avait désespérément besoin de retrouver sa domination. Il a frappé du poing sur la table, faisant vibrer les verres d'eau coûteux. « Pourquoi restes-tu assise là ?» a aboyé Marcus, pointant un doigt furieux et tremblant directement sur mon visage. « Ne me mets pas dans l'embarras devant ma famille. Donne l'enveloppe d'argent à maman tout de suite. » Il exigeait une soumission totale. Il voulait que je remette les 85 000 $ là, devant tout le public, pour assurer son titre de fils riche et parfait. Il m'a foudroyé du regard, s'attendant à ce que je me fasse toute petite, que je m'excuse abondamment et que je remette l'argent juste pour faire cesser les cris en public. Juste après que les assiettes de homard à la vapeur ont été débarrassées de la table, j'ai calmement ouvert ma petite pochette noire. Marcus se tenait là, les bras croisés, un sourire profondément arrogant plaqué sur son visage. Il s'attendait pleinement à ce que je me rende. Il pensait que ses cris en public avaient réussi à briser mon esprit. Toute la famille élargie regardait en silence absolu, attendant que je remette le tribut et que j'accepte mon humiliation. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti une enveloppe blanche impeccable et j'ai tendu mon bras sur la table. Martha n'a pas hésité. Elle a arraché l'enveloppe de ma main avec la vitesse d'un serpent qui frappe. Elle n'a pas pris la peine de dire merci. Elle ne m'a même pas regardé dans les yeux. Son attention avide était entièrement fixée sur le paiement anticipé. Elle voulait m'humilier davantage en révélant l'énorme liasse de billets à Patricia et au reste des parents jugeurs. Avec un ricanement triomphant, Martha a déchiré le rabat et a agressivement retourné l'enveloppe au-dessus du centre de la table. Tout le monde s'est penché plus près. Au lieu d'un paquet épais et lourd de billets de 100 $, un seul billet de 1 $, légèrement froissé, en est sorti en flottant. Il a atterri piteusement sur la nappe blanche immaculée. Juste derrière lui, un morceau de papier juridique épais, plié avec soin, est tombé avec un bruit sourd. La salle à manger privée est devenue complètement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Martha a froncé les sourcils, profondément confuse. Ses doigts manucurés ont atteint le document plié. Elle l'a ouvert d'un coup sec. Ses yeux se sont immédiatement dirigés vers le haut de la page, se fixant sur le titre en majuscule et en gras, billet à ordre T contre ADE sur T. Dans cette fraction de seconde exacte, le sang a complètement quitté son visage. Elle est devenue d'une pâleur mortelle, comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds. Ses mains se sont mises à trembler violemment, faisant vibrer le papier rigide. La matriarche arrogante et intouchable d'il y a quelques secondes avait instantanément disparu, remplacée par une femme terrifiée et acculée. Elle savait avec une certitude absolue que sa parfaite réalité fabriquée venait de subir un effondrement catastrophique. Elle a essayé de froisser le document pour cacher les preuves, mais elle était trop lente. « Qu'est-ce que c'est ?» a exigé Richard. Ses doigts épais et calleux ont traversé la table et ont fermement saisi le bord du papier, l'arrachant des mains tremblantes de Martha. Martha a ouvert la bouche pour parler, mais seul un halètement désespéré et étouffé en est sorti. Elle était entièrement paralysée par la panique. Richard a sorti ses lunettes de lecture de la poche de sa chemise et les a glissées sur son nez. Le silence dans la pièce s'est étiré en pure agonie. Même la notoirement bruyante Patricia avait cessé de respirer, ses yeux allant frénétiquement de Martha au document juridique. Richard a commencé à lire les termes à haute voix. Sa voix profonde et autoritaire a résonné brusquement contre les murs de la salle à manger privée. 85 000 $, a murmuré Richard, son front se plissant plus profondément à chaque mot. Un prêt juridiquement contraignant fourni par Brenda pour couvrir les réparations d'urgence du toit et du CVC. Utilisation du véhicule de luxe comme garantie. Il a cessé de lire. Il a lentement baissé le papier et a enlevé ses lunettes. Il a regardé fixement le document pendant un bref instant, tandis que son cerveau traitait l'ampleur monumentale de la tromperie. Puis sa confusion s'est rapidement transformée en une rage explosive et incontrôlable. Richard a frappé de son poing massif la lourde table en chêne. L'impact violent a fait vibrer l'argenterie coûteuse. Un verre à vin en cristal s'est renversé, se brisant contre une assiette et répandant du vin rouge foncé sur le linge blanc comme du sang. Personne n'a osé bouger. « Qu'est-ce qui se passe ici, Martha ?» a rugi Richard, sa voix faisant trembler les fondations même de la pièce. Il a pointé un doigt furieux directement sur sa femme. « Réparation de toit ? Tu as emprunté 85 000 $ dans mon dos pour des réparations de toit ? Je suis personnellement allé à la banque,
j'ai retiré mes propres économies de retraite et j'ai payé l'entrepreneur en espèces pour toute la réparation du toit le mois dernier. La maison est déjà payée. Toute la table a éclaté de stupeur. Patricia a haleté bruyamment, plaquant ses deux mains sur sa bouche. Les parents ont regardé Martha avec une incrédulité totale. Marcus se tenait figé, ses yeux rivés sur le pathétique billet de $1, la mâchoire complètement pendante. Son cerveau échouait désespérément à comprendre comment son glorieux moment de pouvoir absolu venait de se transformer en un cauchemar catastrophique et humiliant. La bombe avait réussi à exploser, et il n'y avait absolument nulle part où se cacher. Le son de Richard frappant du poing sur la table a résonné bruyamment, faisant vibrer les verres à vin et déchirant complètement l'atmosphère festive. Martha a sursauté violemment, se recroquevillant dans sa lourde chaise en bois comme si elle essayait de disparaître entièrement. La force pure de la colère de Richard a instantanément brisé sa façade arrogante, laissant derrière elle une femme terrifiée et acculée. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais seul un couinement sec et pathétique s'est échappé de sa gorge. « Réponds-moi » a rugi Richard, son visage devenant dangereusement rouge. Où sont passés ces $85 000 en réalité? Sous le poids écrasant de son regard furieux, Martha a finalement craqué. Ses épaules se sont affaissées et de véritables larmes de panique ont coulé sur son visage pâle. D'une voix tremblante et à peine audible, elle a tout avoué. Elle a admis qu'il n'y avait absolument rien qui n'allait avec leur toit ou le système de CVC. Elle avait fabriqué toute l'urgence structurelle pour couvrir une montagne secrète massive de dettes de cartes de crédit. Pendant des années, elle avait tranquillement financé un style de vie luxueux dans le dos de Richard. Elle achetait des sacs de créateurs, des bijoux coûteux et finançait des voyages somptueux qu'elle ne pouvait pas réellement se permettre. La dette avait complètement échappé à tout contrôle, et ce prêt était sa tentative désespérée d'éviter une faillite totale. L'onde de choc cinématographique a frappé la pièce. Patricia, la tante habituellement bruyante et opiniâtre, était assise complètement figée, ses mains couvrant fermement sa bouche ouverte d'horreur. Les autres parents ont regardé Martha avec une incrédulité absolue, réalisant qu'ils venaient d'être témoins d'une escroquerie monumentale. Même les serveurs du restaurant tenant des plateaux de dessert se sont arrêtés brusquement sur leurs pas, refusant de faire un pas de plus vers la scène explosive. La salle à manger privée est tombée dans un silence suffocant et mortel. Le seul son qui restait était la respiration lourde et laborieuse de Richard alors qu'il regardait la femme en qui il avait eu confiance pendant des décennies avec un pur dégoût. Pendant que Richard digérait la trahison ultime, Marcus vivait sa propre dépression catastrophique. Il a lentement tourné la tête pour me regarder. Ses yeux allaient de mon expression calme au document juridique posé sur la table. Pour la toute première fois, son cerveau lent a finalement fait le lien. Il a regardé les clauses parfaitement rédigées, la terminologie juridique exacte et les signatures indéniables. Il a réalisé que ce n'était pas un acte de rébellion soudain. J'avais méticuleusement planifié ce moment exact pendant des semaines. Je l'avais tranquillement laissé agir comme un dictateur riche pendant que je construisais soigneusement un piège juridique pour détruire l'arnaque de sa mère et exposer son inutilité. La panique a complètement submergé son ego fragile. La réalité de sa ruine financière imminente s'est abattue sur lui. « Déchire-le » a ordonné Marcus, sa voix se brisant de désespoir. Il a pointé le contrat, ses mains tremblant violemment. « Brenda, je suis ton mari. Je t'ordonne de déchirer ce papier tout de suite. Nous réglons les choses en privé. Tu ne peux pas faire ça à ma famille. » Il s'était lancé pour saisir le document, mais je l'ai arraché de la table en premier et l'ai remis en sécurité dans ma pochette. Je l'ai regardé avec une indifférence absolue et glaciale. « Je ne détruis rien », ai-je déclaré clairement, m'assurant que ma voix porte à travers la pièce silencieuse. « Et tu ne me commandes pas. Tu n'as jamais rien commandé. Pendant des années, tu as paradé en jouant le pourvoyeur de succès, pendant que je payais pour l'hypothèque, les factures de service public et la voiture de luxe que tu as conduite pour ce dîner même. » Marcus a reculé, son visage pâlissant alors que je dépouillais systématiquement sa fausse identité devant toute sa famille. J'ai regardé Patricia et le reste des parents silencieux, les forçant à être témoins de la vérité absolue qu'ils avaient ignorée pendant des années. Chaque bouteille de vin cher qu'il a commandé ce soir, chaque costume sur mesure qu'il porte, a été entièrement payé par mon salaire, ai-je déclaré. Vous avez tous loué sa générosité, mais il n'est rien d'autre qu'une sangsue financière vivant de mon dur labeur. Marcus a essayé de parler, mais l'humiliation pure l'a étouffé. Je coupe officiellement tout soutien financier, ai-je continué,
en regardant directement dans ses yeux terrifiés. Je refuse d'être le portefeuille d'un homme parasite et de sa mère manipulatrice. Je demande le divorce. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je ne me souciais pas du halètement choqué de Patricia ni des sanglots pathétiques de Martha. J'ai tourné le dos au reste brisé de leur famille, j'ai poussé les lourdes portes en bois de la salle à manger privée et je suis sorti dans l'air frais de la nuit, la tête haute. 2 jours après ce dîner désastreux, j'ai officiellement demandé le divorce au palais de justice du comté. La machine juridique s'est mise en marche rapidement, acculant immédiatement Martha à la réalité absolue de ses actes. Face aux billets à ordre en béton et au contrat de sûreté lourdement renforcé, elle a désespérément engagé un avocat de la défense très bien payé. Cependant, un seul regard sur les documents impeccables a suffi pour qu'il se rende. Son avocat lui a explicitement conseillé de proposer immédiatement un règlement financier complet. Il l'a sévèrement averti que contester le contrat au tribunal entraînerait inévitablement un jugement civil dévastateur, qui autoriserait publiquement la saisie forcée de ses actifs et ruinerait sa réputation pour toujours. Piégée par sa propre signature et acculée par la loi, Martha n'avait plus aucun levier. Pour éviter un mandat judiciaire catastrophique, elle a été légalement forcée de vendre son précieux véhicule de luxe à perte massive à un concessionnaire de voitures d'occasion locale. Comme la vente précipitée ne couvrait pas la totalité des 85 000 $ qu'elle me devait, elle a dû faire un sacrifice financier encore plus douloureux. Elle a serré les dents et a retiré le solde restant de manière anticipée de son fonds de retraite 401K. Ce faisant, cela a déclenché une pénalité fiscale massive et inévitable de l'IRS. Elle a effectivement détruit sa propre sécurité financière future juste pour me rembourser intégralement, apprenant une leçon très coûteuse sur la cupidité. Les retombées au sein de son propre mariage se sont avérées tout aussi destructrices. Richard, un homme qui a construit toute sa vie et sa carrière militaire sur un honneur strict, n'a pas pu surmonter la trahison ultime. Le fait horrifiant que Martha ait intentionnellement utilisé sa fierté et son bon nom pour voler une fortune à sa belle-fille a complètement brisé les fondations de leur mariage. Il a catégoriquement refusé de vivre avec une femme capable d'une telle tromperie calculée. Plusieurs mois angoissants après la désastreuse fête d'anniversaire, Richard a fait ses valises, a quitté leur domicile commun et a officiellement demandé le divorce, mettant ainsi fin à leur mariage de plusieurs décennies. Pendant ce temps, mon divorce de Marcus s'est déroulé sans véritable résistance. Sans mon revenu stable pour soutenir ces coûteuses batailles juridiques, il n'avait absolument aucun levier financier pour contester la procédure. Lorsque le juge a finalement signé les papiers de séparation, nos actifs communs ont été strictement divisés selon les lois de l'État. Cependant, sa maigre part a été immédiatement engloutie par ses dettes personnelles écrasantes et ses cartes de crédit impayées. Marcus ne s'est pas retrouvé complètement sans abri dans la rue, mais sa chute brutale a été sévère et humiliante. Au moment exact où j'ai cessé de faire les paiements mensuels coûteux sur son VUS de luxe, la banque est rapidement intervenue. Il a été forcé de vendre le véhicule pour régler l'énorme prêt automobile. Perdre son principal symbole de statut n'était que le début de sa misère. Sa cote de crédit a chuté droit dans le sol, détruisant complètement son pouvoir d'achat. Dépouillé de ma protection financière, il a été contraint de dégrader considérablement son style de vie. Il a emballé ses costumes sur mesure et a déménagé dans un complexe d'appartements exigus et délabrés du mauvais côté de la ville. Il est maintenant obligé de vivre d'un chèque de paie à l'autre, luttant quotidiennement pour survivre dans le monde réel sans une femme riche pour parrainer ses délires de grandeur. Quant à moi, j'ai rapidement acheté un bel appartement ensoleillé dans un quartier calme et animé. Je me tenais près de la grande fenêtre du salon ce matin, sirotant mon café chaud et regardant la ligne d'horizon lumineuse de la ville. J'ai ressenti un sentiment écrasant de paix profonde. La victoire ultime dans toute cette épreuve n'était pas seulement de récupérer mon argent par le système juridique. Le véritable triomphe a été le moment exact où je me suis courageusement défendu. J'ai finalement cessé de permettre à mon mari toxique et à sa mère manipulatrice de profiter de mon succès durement gagné. J'ai appris que fixer des limites strictes et protéger impitoyablement sa propre estime de soi est l'investissement le plus puissant que l'on puisse jamais faire dans sa vie. Il ne faut jamais s'immoler par le feu juste pour garder au chaud des membres de la famille toxique, peu importe à quel point il l'exige. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la toute fin. Avez-vous déjà eu affaire à un partenaire manipulateur sur le plan financier ou à une belle-mère très exigeante? Comment avez-vous géré la situation sur le plan juridique ou personnel? Veuillez partager vos réflexions et expériences dans la section des commentaires ci-dessous.